L'aspect éco-responsable, pour moi, c'était évident. On ne peut pas fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. Je me sentais bridée dans mon métier de sage-femme. Là, je me sens beaucoup plus libre. Paris, la Défense, du matin au soir, des réunions, etc. Quand on a des ptios, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Ce ne sera pas les clés de mon bureau, quoi. Je me suis payé le luxe, pour les 10 dernières années de vie professionnelle, de pouvoir peut-être accomplir un rêve que j'avais depuis longtemps. Si je dois comparer avec avant, en fait, je me sens aujourd'hui au travail comme je me sentais hier en vacances. Je m'appelle Mireille Witz. J'ai été éducatrice spécialisée et directrice d'établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. Ça, c'était mon métier d'avant. J'avais donc 2 établissements à distance de 30 km l'un de l'autre. Et j'avais une cinquantaine de salariés. On avait environ 35 personnes qu'on accueillait, donc des enfants et des adultes. Et ça a été effectivement une belle expérience de vie pendant très longtemps. Et après, on a été repris par une grosse association nationale. C'est un peu comme si tu passes de la PME à la multinationale, quoi. Donc, on n'a pas le même travail. C'était plus la même chose. Et puis, ce métier présentait plus de nouveaux défis et avait beaucoup évolué, beaucoup changé. C'était beaucoup administré. C'était beaucoup de papier, beaucoup de tableaux de bord, beaucoup. Et ça ne me satisfaisait plus. On a besoin de gestionnaires aujourd'hui. Je ne suis pas gestionnaire. Et je crois que je suis partie peut-être 2-3 ans trop tard par rapport à une espèce de lassitude. Mais de toute façon, je crois que j'avais fait le tour. Et donc, au bout de 2 ans, j'arrive en fin de chômage. Ça correspond complètement au moment où je découvre ce lieu-là. Et je me souviendrai toujours, on était dans la cuisine à la maison. Et je regarde l'homme avec lequel je vis. Et je lui dis, j'ai 2 options. Soit je recherche un poste de directrice et je vais bien gagner ma vie, on pourra voyager et tout. Soit je réalise mon rêve. Et là, je vais rien gagner, je vais bosser beaucoup. Et il m'a regardé, il m'a dit, réalise ton rêve. Et c'est le top. C'est ce top-là. Je me suis payé le luxe, pour les 10 dernières années de vie professionnelle, de pouvoir peut-être accomplir un rêve que j'avais depuis longtemps. Mon rêve de camping, il est lié à l'enfance. On habitait en HLM dans une ville à Nancy et on passait nos vacances en camping, dans les Vosges. Et ce monde du camping m'a toujours plu. Et tous les copains me disent, mes enfants aussi, que j'ai toujours rêvé de reprendre un camping. Et c'est vrai que ce projet de camping, c'est presque un projet familial, puisque mes parents ont eu l'idée, dans leur vie aussi, de reprendre un camping. Donc je me demande toujours s'il n'y a pas de cet héritage qui m'a été donné de réaliser le rêve familial. Je m'appelle Jérôme Albin et juste avant, j'étais ingénieur pour l'industrie lourde et mon métier, c'était optimisateur. Je travaillais pour l'aéronautique, donc les avions, on faisait des pièces forgées, les pièces critiques quelque part, celles qui, quand elles cassent, il y a probablement des blessés ou des morts. Mon travail consistait grossièrement à faire plus, en moins de temps, avec moins de moyens, gagner de l'argent, faire du bénéfice, réduire les coûts, réduire les temps, tout ça, tout ça. Après, bien sûr, il y a le problème du sens. J'ai des très fortes convictions écologiques et du coup, mon aéronautique, c'est tout de suite discutable. J'ai pour vœu de ne pas le faire à titre de loisir. Ça m'est arrivé, dans le cadre de cette entreprise, de partir pour une mission en avion. Pas facile toujours de faire des compromis.
J'estime que ce n'est pas un moyen de locomotion d'avenir, qu'il faudra s'en passer. J'ai découvert la calebasse il y a à peu près 10 ans, en fait, en me lançant dans une activité loisir, c'était la capoeira. Et il se trouve que l'instrument phare de cette discipline, qui est un petit peu un mélange entre danse, art martial, musique, etc., l'instrument phare, c'est le berimbau, un arc en bois et une calebasse comme caisse de résonance. Et puis vu que j'étais un petit peu bricoleur, en fait, rapidement, au lieu de les acheter, mes berimbau, en fait, j'ai commencé à les fabriquer moi-même. Puis un jour, je me suis retrouvé avec une calebasse trop fragile pour être utilisée. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et là, idée lumineuse, j'ai fait 3 trous dedans, j'ai mis une bougie en dessous. C'était un photophore, mais c'était vraiment ma première lampe. Et j'étais en train de travailler et je me disais « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Vraiment, ça ne me va pas. » Et puis j'ai fait un espèce de bilan de compétences. Et puis j'ai commencé à me faire une liste d'activités. Et au milieu de cette liste d'activités, j'ai marqué artisanat calebasse. Et là, je vous jure, c'est tombé comme une évidence. J'ai vu ça, le plan il s'est déroulé dans ma tête. Il faut la maison, les plantations, l'atelier, comment on se fait, le premier marché, où est-ce que je teste, etc. C'était ultra limpide dans ma tête et c'est parti ce jour-là. En fait, c'était la première fois que je trouvais une idée où je me suis dit ça va marcher, ça peut marcher, ça me paraissait faisable et j'étais serein sur ma propre capacité à surmonter les épreuves. Parce que c'était bien ça le deal, c'est est-ce que l'idée est bonne et est-ce que je suis prêt à prendre des baffes pour faire vivre cette idée. On s'est rencontrés en fait au collège, en On était voisins aussi, il faut dire. Oui. Qu'on habitait plus ou moins dans le même quartier. quartier. Et voilà, l'amitié a commencé comme ça, donc en 3e, dès le collège. Et ensuite, moi, clairement, après le bac, je me suis dit que les études, c'était pas fait pour moi. Je voulais vraiment faire du créatif, donc j'ai fait un temps de pause. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui était dans ce domaine-là, qui m'a un peu appris le métier de graphiste, que je connaissais pas du tout. Donc j'ai fait ça pendant presque 10 ans de ma vie. Donc c'est un truc qui me plaisait, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je commençais un petit peu à m'ennuyer dans ce que je faisais. Ça n'avait pas vraiment de but pour moi. Quand on est indépendant, on est vraiment investi à 100%, donc on donne de sa personne. Et je voulais donner mon temps et mon énergie vraiment sur un projet qui faisait sens pour moi. Moi, je suis devenue maman en 2017 pour la première fois. Et parallèlement, mais vraiment parallèlement, on n'en parlait pas forcément entre nous, mais j'ai eu connaissance de tous les produits qu'on mettait dans les vêtements, surtout dans les affaires de bébé, donc tout ce qui est perturbateur endocrinien. Ça commençait à cogiter. J'étais un peu peut-être pas dans l'extrême, mais vraiment poussée à regarder comment sont faits les produits, où est-ce qu'ils sont faits, pas seulement les composants, mais aussi toute la démarche qu'il y a derrière. Hein. Et là, c'était monstrueux, en fait, la découverte de qu'est-ce qu'on met sur la peau de nos enfants. C'est incroyable. Et ça s'est transposé, en fait, à qu'est-ce qu'on met nous aussi, et dans quel monde est-ce qu'on va vivre, et qu'est-ce qu'on va leur donner comme héritage, qu'est-ce qu'on va leur donner comme habitude de consommation. Tu t'assois ? Je suis plus enceinte. Comme ça, vous avez presque la même taille. C'est vrai. Bien là, ma bichette. Ouais, il n'est pas si grand que ça non plus. Il fait comme ça des fois. Je complexe à ça. Je sais. Moi, je savais. T'as fait quel côté? Tu veux que je me mette de l'autre côté sinon? Hein? C'est pas ce côté que tu préfères? Non, non. Ah, c'est bon, voilà.
en 2018, j'ai commencé à chercher, donc à m'intéresser un petit peu au monde du textile au niveau régional. Et c'est là que j'ai découvert que l'Alsace, c'était vraiment le berceau du monde textile à l'époque, avant que la mondialisation se fasse et que plein d'usines ferment et tout. Donc c'était un schéma assez triste au final, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui ont fermé. En même temps, j'ai découvert aussi des entreprises qui se sont battues, qui ont résisté, qui étaient encore là. Ouais, ça a vraiment fait sens. Je me dis, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de m'orienter. Ça va pouvoir mettre en valeur tout ce savoir-faire qui a pu résister. Donc, en tant que jeune marque, les mettre en avant, c'était vraiment un truc qui me touchait. Voilà, je me dis, voilà, moi, là, je vais m'investir, je sais pourquoi. Il est venu me chercher. Quand on se lance, on monte une société, voilà, on est tout seul, on a un petit peu toutes les casquettes. On est l'expert comptable, on est le commercial, on est un peu tout. Et c'est vrai que tout seul, je me sentais peut-être pas forcément prêt à affronter tout ça tout seul. Et je sais que moi, il me manque forcément cette petite fibre peut-être un peu commerciale, un peu... Quand il m'a parlé de Sobo, bah oui, du coup, j'apporte la pierre à l'édifice, je contribue. Je fais pas justement produire comme les autres, vendre comme les autres. Je vais vendre quelque chose qui me tient à cœur et qui est important à aujourd'hui dans ma vie, en fait. On a vraiment transposé notre amitié dans Sobo et c'était... Donc on s'est vraiment, finalement, lancé vraiment ensemble, tous les deux.